les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur SportMed pour cette nouvelle édition de Made in Marseille. Nennes OM 94, l'arrivée de Messi à Paris, ça change quoi pour nous? Brièvement, en commençant par Edine, messieurs, en quelques mots. Dans le positif, on va dire que, on va pas se mentir, Lionel Messi, pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, ça reste le meilleur, la légende du football encore en activité. On a beaucoup de chance de l'avoir dans notre Ligue 1, on va pas se mentir. Je pense que ça va faire du bien au championnat. Ça peut aussi attirer des joueurs aussi chez nous, des mecs qui ont peut-être envie de jouer contre Lionel Messi. Après, le point négatif, c'est tout ce qui se passe, tout ce qu'on en fait. Et puis bon, moi, c'est ça un peu, en fait, honnêtement, qui m'a un peu gonflé. C'est de voir certains supporters de chez nous pleurer Lionel Messi à Paris. Honnêtement, voilà, quoi. Faut arriver à un moment, je veux dire, on est supporter de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront déçus. Il y a des gens qui sont fans, mais je pense aussi que c'est l'époque qui veut ça, malheureusement. Le supporter, j'ai l'impression qu'il n'est plus supporter de club. J'ai l'impression qu'on a affaire à de plus en plus à de fans de joueurs. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi regarder sportivement ce qui se passe dans la Ligue 1. Et sportivement, il y a plus d'enjeu, quoi, on va dire. C'est mon avis. Donc il y a plus d'enjeu. Donc commencer, moi, j'arrête pas sur les réseaux et j'ai souvent des débats un peu. Ouais, quand j'entends, ouais, on supporte l'Olympique de Marseille, on s'en fout de ce qui se passe à Paris. Ok, moi je suis le premier à le dire. Sur les réseaux, tu vas envoyer un tweet et tout, mais en off, je vais l'insulter de tout, il y a pas de souci. Le problème est que aujourd'hui, non mais le problème est que aujourd'hui, tu débutes pas la Ligue 1, à part Lille, qui est pour moi une erreur, une erreur professionnelle de la part de leur équipe là de Paris parce que ils ont les moyens financiers, les équipes pour être champion tous les ans et tout rafler en Ligue 1 parce que la Ligue 1 elle n'a pas un niveau élevé. Il y a un gouffre qui se crée et cette année bien plus parce qu'ils ont quand même bon on va pas parler de leur recrutement mais ils ont quand même recruté encore du lourd. Donc globalement quand toi en tant que supporter de l'OM tu te dis bon voilà on va commencer la saison pour jouer la deuxième voire la troisième place et ça va pas durer, ça peut pas durer pendant 20 ans ça tu vois. Il faut essayer d'être un peu comment dire optimiste et essayer ou d'avoir un actionnaire qui a des moyens financiers pour essayer de les rivaliser, ou alors bien travailler, ce qu'on essaye peut-être de faire cette année, mais pour pérenniser tout ça, ça va être long, quoi. Bon, moi, j'ai un avis très tranché sur Messi. Ça m'énerve au plus haut point, cette histoire. Voilà, je vous dis la vérité. Je suis énervé contre certaines de la Team OM et je suis énervé aussi contre la Ligue et le PSG. Pour la Team OM, je suis énervé car il faut qu'ils arrêtent les gens de dire ouais, mais on s'en fout. Moi, je partage pas cet avis. Moi, je suis d'accord avec Yannick, hein. Ouais, on s'en fout. C'est Messi, il arrive au PSG, on s'en fout. Mais en fait, on garde que notre nombril, en fait. Les concurrents, ils se renforcent, c'est pas grave. Mais non, les gars, ça marche pas comme ça, un championnat. Il faut penser aussi qu'ils se renforcent. Moi, j'en ai marre de bouffer du PSG depuis 10 ans. J'ai envie de gagner le championnat. Et deuxième chose, ce qui me fait encore le plus chier, c'est le journalisme français, car là, on va entendre Messi pendant des années. Et la dernière chose qui me fait le plus chier, si on veut que ça amène de l'argent à la Ligue 1, alors que beIN Sport rétribue les droits de l'international à la Ligue. Parce que pour l'instant, Messi, ça ne sera que pour le PSG, je vous dis, hein, ça ne reviendra pas sur la Ligue 1. Car c'est eux qui négocient directement les droits à l'international. Donc, ça revient dans la poche de beIN, de Nasser El Khelaifi. Voilà, donc moi, Messi, ça me commence à me gaver. Sampaoli, je suis d'accord avec lui ce qu'il a dit. Je me languis qu'on passe comme la première ligue, qui est 4 clubs, qui est de l'argent. Voilà, au moins 4 clubs qui soient blindés pour faire un championnat équitable. Là, c'est bon, ça va trop loin leur histoire. Là. L'arrivée de Messi crée peut-être de l'engouement à Paris, mais crée aussi un gouffre qui se creuse de plus en plus entre Paris et les autres clubs de Ligue 1. Et Je suis puis, pas il d'accord. faut regarder aussi ça. Je comprends tout à fait la frustration des collègues qui viennent de parler. Je comprends cette problématique qui nous tient aux chevilles depuis 10 bonnes années, qui est de suivre une équipe un peu nauséabonde, qui est vraiment pas terrible et qui nous fait pas vibrer. Maintenant, au niveau de l'arrivée de Messi, moi je pense que ça jettera, qu'on le veuille ou non, un regard sur notre championnat par le monde entier qui sera qui n'a jamais été égal à ce jour. Et d'autre part, je pense que ça va réveiller encore plus les concurrents aux Qataris, c'est-à-dire la S, l'Arabie Saoudite et puis les Émiratis, qui vont se réveiller forcément parce qu'ils ne laisseront pas faire ça. Ils ne vont pas laisser faire ça gentiment à ce que le Qatari soit sur un piédestal et les autres ramassent les miettes.
Donc, je pense que ça va bouger. Voilà, je suis confiant. Juste, Yannick, on a El Tigré, 13-13, que tu dois connaître, qui nous a dit Yannick, doucement, fais ton mea culpa sur Sampaoli. Non, je fais pas mon mea culpa parce que. Non, mais parce que moi, enfin, après, c'est mon avis, ça n'engage que moi, et je donne toujours mon avis. De toute façon, je donne mon avis, que la personne soit content ou pas. Moi, Sampaoli, pour moi, c'est pas la personne idoine qu'il fallait pour reconstruire un projet de A à Z comme on est en train de faire à l'Olympique de Marseille. Je trouve que c'est un entraîneur de coups qui reste 1 an, 2 ans dans un club et qui demande beaucoup d'énergie, un peu comme, à comparaison avec Bielsa. Il presse les effectifs jusqu'à la mort. Et quand il s'en va, c'est compliqué à chaque fois de reconstruire derrière. Donc, si c'est pour construire une équipe là, dans le ponctuel, pour accrocher avec des champions et recommencer tout à zéro dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas ce que je souhaite de l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression, enfin, c'est mon avis, hein, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train encore de refaire. En fait, on abat la dernière carte pour essayer de récupérer un maximum de pognon, essayer d'accrocher avec des champions pour faire du pognon et derrière recommencer. L'OM, le problème, c'est que c'est un éternel recommencement. Ça fait 30 ans que ça dure. Je pense réellement que c'est le bon match pour cette reprise. En tout cas, moi, je vous donne mon avis. Hein. Bordeaux, il faut leur mettre 3-0. Hein. Vu le niveau de l'équipe, d'où ils sortent, il n'y a presque pas de recrues. Enfin, ils sont lamentables. Hein. Même Montpellier, à côté, c'est une équipe de fous. Hein. Donc oui, il faut vraiment gagner contre Bordeaux. Et pour en revenir justement à Camara, pour moi, c'est où il part, où tu prolonges. Voilà, maintenant, on va faire respecter l'institution. Tout joyau qu'il est du centre de formation, si tu veux pas rester, on prend un chèque et il s'en va. Moi, je dis la vérité. Ouais, mais c'est pas. Attends. Pour Camara, je vois pas à quel moment il a manqué de respect à l'institution. Il a honoré ses années. Le mec qui veut pas prolonger, c'est son droit. Les clubs ne font pas de sentiments avec les joueurs non plus. Quand ils veulent se débarrasser d'un joueur, ils le font. Donc, arrivé à un moment, c'est du business. Si Camara ne veut pas prolonger, alors c'est au club de le vendre, c'est au club de se débrouiller pour le vendre, pour réussir à avoir. En plus, c'est pas le joueur que tu as acheté, donc c'est tout bénef. Je suis désolé, Camara, à aucun moment, je pense qu'il a manqué de respect au club ou bien à l'institution. Arrivé à un moment, faut aussi. Je pense qu'il faut arrêter aussi de s'acharner sur certains joueurs. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Un joueur qui est de ton centre de formation, à qui il reste 1 an de contrat, ça devrait être automatique. Tu prolonges, même Maxime Lopez, il a prolongé un petit peu avant de partir. Ah oui, et oui, faut s'en rappeler. Non, mais en fait, je t'explique. Je comprends ce que tu veux dire. Mais après, chaque joueur a son plan de carrière. Maxime Lopez, c'est Maxime Lopez. Camara, c'est Camara. Arrivé à un moment, c'est pas parce que Pierre fait comme ça que tu dois faire pareil que lui. Moi, je suis désolé. Je comprends Camara. Il a été honnête. Le mec, il a dit qu'il voulait partir. Je vois pas à quel moment il a manqué de respect. Maintenant, si le club, il veut vraiment empocher des billes sur Camara, c'est au club de le vendre, tout simplement. C'est le business, c'est comme ça. L'institution est plus forte que les joueurs. Donc, mais là, les joueurs de l'OM, c'est comme ça. Payet est sur n'importe quel match, en aucun cas, il est utile quand il joue en place d'avant-centre. Il produit pas ce qu'il faut, pour moi. Hein. Maintenant, moi, je le vois plus bas, en 10. Gerson plus bas aussi. Et malheureusement, il faut une pointe. Pour moi, c'est ce qui. La deuxième mi-temps nous a démontré qu'il faut jouer comme ça. La première mi-temps, on jouait bien techniquement, il n'y a pas de problème, mais on n'était pas productif du tout. Quoi. Je te rejoins à 100%, Pilou. D'ailleurs, je vais même être contre Montpellier. Moi, commencer un match quand je vois une composition d'équipe où il n'y a pas d'attaquant, pour moi, c'est inadmissible. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. Quand tu fais un dispositif tactique avec un faux neuf sans attaquant, voilà quoi, c'est horrible. Moi Payet pour moi c'est pas un neuf. On a 2 ailiers qui sont de la Fuente et comment il s'appelle Cengiz. Under. Et Under, pardon. Et Under qui percute, qui dribble et qui centre. Et il centrait pour des gains. Il y avait Payet, il n'était jamais dans l'axe. Et le fait d'avoir fait rentrer Benedetto, alors Benedetto il a servi à rien parce qu'il n'a pas été bon, mais il a servi quand même à repositionner Payet en 10. Voilà, il a repositionné Payet en 10 et il a fait un peu le rôle d'attaquant. Donc du coup les 2 ailiers rentraient et arrivaient à bon, ils l'ont pas trouvé, mais voilà, ça servait à quelque chose. Moi quand il y aura Milik, ça sera sûrement mieux. Mais aujourd'hui, moi, commencer un match sans attaquant, je trouve ça inadmissible, vraiment. Tu as totalement raison, Yannick. Je vais même aller plus loin. De toute façon, on a très bien vu cette première mi-temps. De Payet. Alors, mis à part ce but en hors-jeu,
tu l'as pas vu, du tout. Tu as un Payet à contre-nature. On a très bien vu, comme tu dis, dès la rentrée de Pipa, ça a été totalement différent, le mec. Voilà quoi. Donc ouais, vraiment, je pense que faudra pas faire la même erreur. J'entends trop dire de certains, oui, mais Dieng, il est trop tendre, il est trop jeune et tout ça. Moi, je dis, Dieng, c'est le moment ou jamais de le lancer, justement, et de lui donner à fond la possibilité de s'exprimer. On n'a rien à perdre et ça sera toujours mieux, à mon avis, qu'un joueur qui est sur le départ et qui a envie de partir, moi, me semble-t-il. Donc, ça sera toujours mieux de faire jouer un jeune en pointe, faire jouer après Dimitri Payet en 10 et retrouver un équilibre parce que c'est pas possible de faire des matchs comme il dit Yannick, je le suis parfaitement. On ne peut pas commencer des matchs en ayant en avant-centre Dimitri Payet. On marche sur la tête, là. Ah, mais en plus, je te rejoins parce que même Dieng, même si moi je te dis, moi pour moi, il est un peu frêle encore parce qu'en fait, devant le but, il manque de justesse. Mais dans tous les cas, il faut commencer un match avec un neuf. Donc même si t'as que Dieng, tu mets Dieng. Comme tu dis, moi mettre Payet en neuf, c'est déjà d'une tu tues Payet. Derrière tu tues Gerson parce que Gerson il était plus haut, il a servi, il a fait un non-match quoi, Gerson. Ben oui, et en fait, du coup, moi, ce dispositif, ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas vraiment à leur poste. Donc c'est un peu gênant. Mais bon, on va voir par la suite. Peut-être je me trompe. J'espère d'ailleurs. Quid de Benedetto justement? Benedetto, un départ à tout prix. Robin, justement, est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que, étant sur le départ, justement, on se passe de ses services sur le match de Bordeaux? Il faudra jouer avec un neuf, j'en suis persuadé, comme vous le disiez tout à l'heure, les amis Yannick. Robin, qu'est-ce que tu penses de ça? Le problème, c'est que Pipa, si tu fais le combo sur le départ plus barbecue, c'est compliqué. Donc oui, je mets même Jake devant, même s'il est un peu frêle comme Yannick, c'est vrai. Il manque un peu de justesse technique devant, de finition. Mais oui, je lance le petit Jake devant et Payet en 10. Et dans tous les cas, Payet, c'est toujours pareil, les gars. Payet, s'il a un coach qui le fait bosser, c'est un des meilleurs 10 du monde. S'il a un coach qui comme AVB, qui est trop à l'affectif, il fait rien. Il boit des petits punchs et il mange des rougailles saucisses. Voilà ce qui se passe. Alors, moi pour Payet, d'ailleurs, je pense qu'on on est tous à peu près d'accord. Payet, il a un problème, c'est que dès qu'il y a un nouvel entraîneur, il va flamber, il va toujours être prêt, toujours être et au bout d'un moment, il va rentrer dans sa routine quotidienne et en général, vers l'hiver, il commence à être inconstant. Ouais, Payet, le problème, c'est que c'est non, mais attends, Payet, il a fait sa carrière. Il a fait sa carrière en étant comme ça. S'il avait fait une carrière au niveau qu'il était contre Montpellier à tous les matchs, ça fait longtemps qu'il serait plus à l'OM et qu'il serait dans un grand club européen. Exactement. Le problème de Payet, c'est qu'à un moment donné, il est inconstant et son inconstance fait qu'à un moment donné, il va falloir trouver un pendant quand même. La seule saison complète qu'il a fait à l'OM, c'est à peu près à 80% complète, c'est avec Bielsa. Et Bielsa, en fait, il a tenu physiquement parce qu'il a été affûté à bord. Et derrière, ça lui a permis d'aller à West Ham et de faire une grosse saison à West Ham parce que sa préparation physique avec Bielsa, voilà. J'espère qu'avec Sampaoli, ça va se passer pareil. Mais avec Payet, j'ai mis toujours un doute avec Payet et je dis, il faut un pendant à Payet, il faut trouver un remplaçant à Payet. Il faut Almada pour le pousser. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Duconte, Twitter, web girondin, bien connu des suiveurs du club au Scapulaire. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Romain, merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. En introduction, j'ai envie que tu nous rappelles un petit peu ce qu'il en est de la rivalité justement OM Girondin de Bordeaux et peut-être aussi dans un deuxième temps que tu me parles de l'importance de ce match pour les supporters girondins. Alors la rivalité, c'est vrai elle date des années 80, 80 et un peu 90, avec le président Claude Bèze qui s'était opposé à Bernard Tapie. Cette rivalité, elle est née de ces années-là. Moi, j'ai en tête un excellent souvenir qu'on a du côté de Bordeaux, c'est le petit lob de Giresse sur Joseph-Antoine Bell en finale de la Coupe de France. Je ne sais plus dans quelle année c'était, 87 peut-être. Voilà, donc bon, ça date de cette époque-là, je vais pas revenir dessus. Et c'est vrai que du côté de Bordeaux, j'ai envie de dire que Marseille, c'est notre meilleur ennemi, quoi. Donc après, cette rivalité, elle est surtout à domicile, avec ce record qu'on entretient depuis 1977. C'est une rivalité historique. Très bien.
Merci. Est-ce que tu peux nous présenter le nouveau cru, justement, bordelais 2021-2022? Alors, c'est très compliqué, hein, parce que on savait pas début juillet si on serait encore en Ligue 1 ou en National 3, si tu veux. Donc, le club a été revendu. C'est passé de King Street, donc l'actionnaire fonds d'investissement américain, à Gérard Lopez. Il a pris en main le club aux alentours du 24 juillet. Donc, tu vois, ça fait que quelques semaines qu'ils sont là. Et aujourd'hui, ils héritent d'une situation qui est très compliquée, que ce soit financièrement et sportivement. Oui. Et structurellement même au niveau du club. Mais ça, bon, ça nous regarde pas trop si on veut se concentrer que sur le sportif. Donc, les joueurs ont quand même fait la préparation. On peut pas dire qu'il y a eu une très bonne préparation. Donc aujourd'hui, quelle équipe on a? On a le même effectif que la saison dernière. Et aujourd'hui, on a, si tu veux, la direction du club, donc Gérard Lopez qui est président du club, et il a nommé Admar Lopez, qui était directeur général de Boavista, qui est venu à Bordeaux, mais qui avant ça, qui appartenait à la structure de Campos et de Lopez, Scoutly, structure sur laquelle il s'était appuyé pour développer le LOSC pendant plusieurs années. Ils ont choisi un coach qui voulait d'envergure internationale, donc Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse, qui est arrivé il y a une semaine. Donc, si tu veux, il a dirigé son premier entraînement le mardi et le dimanche, il y avait le match. Et donc là, aujourd'hui, si tu veux, ils sont en train de construire effectifs. Donc, on en est là. On est en construction d'effectifs. Et si tu veux, ce mois d'août va être très compliqué pour nous parce qu'on ne sait pas trop en termes de résultats. Il va falloir limiter la casse. Très bien. C'est quoi la philosophie de jeu justement du nouvel entraîneur Vladimir Petkovic? Vous avez une idée un petit peu de ce qu'il va proposer? Le coach et le club restent flous sur ce qu'ils veulent mettre en place. Et c'est un entraîneur qui est réputé pour rentrer un peu dans la tête de ses joueurs et de travailler le côté psychologique. Nicolas, tu as une idée du système de jeu qui risque d'être mis en place par l'entraîneur? C'est très difficile de le savoir parce qu'ils entretiennent le flou, je pense pas. Et qui sont en train de construire et de rééquilibrer cet effectif. On peut penser qu'on jouerait avec des pistons, une défense centrale avec 3 centraux, Koscielny, Kouateng, Benito peut-être, même s'il n'a vraiment pas été bon lors du dernier match. Donc pour l'instant, on se dirigerait vers ça. Est-ce qu'il va déjà mettre ça en place face à Marseille? Je ne sais pas. D'accord. Alors ça, c'est intéressant, par contre, les précisions que tu viens de nous donner. C'est quoi le talon d'Achille vraiment de cette équipe de Bordeaux? Le mental. Le mental? Le mental et le physique. C'est une équipe qui, si tu veux, c'est comme si on partait sur une page blanche aujourd'hui. Donc, ils partent d'une page blanche. Et c'est notre talent d'Achille, c'est qu'il n'y a pas de cohésion collective. Tu as ce groupe qui est au plus bas. Ils n'ont pas envie de jouer ensemble. Ça se voit. Ils n'ont pas de détermination et ils n'ont pas l'envie de se surpasser les uns pour les autres. Alors, l'effectif pour jouer, c'est d'avoir entre 8 et 10 joueurs nouveaux pour réoxygéner ce groupe qui est à bout, quoi. D'accord. Et les forces en présence, ça, sur quelle qualité va s'appuyer l'effectif? Je sais pas. Non, les qualités, mais écoute, il faut creuser pour voir les qualités, c'est sur la capacité. Par exemple, est-ce que les coups de pied arrêtés font partie des qualités des Girondins? On aimerait qu'ils le fassent. A priori, Petkovic les fait travailler. Donc, si tu veux, il faut trouver des solutions pour ce début de championnat, le temps que l'effectif soit construit pour arriver à marquer des buts, quoi. Pour conclure, est-ce que tu veux te livrer un pronostic? Je pense alors, si je pronostique qu'on perd, peut-être qu'on va gagner, mais non, mais je ne vois pas. C'est le retour au Vélodrome, il y aura du public, vous allez être porté par votre public, je pense. On sait comment est le public à Marseille. Je ne nous vois pas faire un bon résultat. Je ne vais pas me donner un prono, mais je ne nous vois pas faire un bon résultat là-bas. Après, j'aimerais être surpris. Nicolas, merci pour cet échange très sympathique. Une concurrence saine entre nos deux clubs, en tout cas en coulisses. C'est ce qu'on peut constater. Donc, merci à toi. Web Girondin, au plaisir de te retrouver peut-être pour le match retour si tu le souhaites. Avec plaisir, Romain. Robin, puisque je sais que ton temps est compté, un petit rebond sur l'entretien qu'il vient d'y avoir. Tu penses quoi de cette équipe de Bordeaux qu'on va rencontrer dimanche soir? Ah là 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 là. Je vais pas vendre la peau douce avant l'avoir tué, mais franchement, ça respire pas du tout la sérénité à Bordeaux. Ils sont au fond du gouffre, quoi. Là, c'est limite, ils rappellent pas Ghislain Printemps, quoi. Wow.
ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il faut les allumer. Là. Demain, il faut vraiment. Si on joue comme contre Montpellier, avec de l'entrain, avec des combinaisons offensives, si Ender, il règle la mire, moi, je vous dis, on doit les enfoncer. Après, écoutez, le football reste le football. Hein. Faut prendre un carton rouge, c'est plus la même. Hein. Mais bon, moi, je vois pas Bordeaux sans recrue évidente pour l'instant, avec une équipe en bois de cagette. Franchement, ça va être très dur pour eux. Ah, mais ils sont fait fouetter par Clermont. J'ai rien contre Clermont, mais ils viennent d'arriver. Et le match est lamentable en plus. C'est pas qu'ils ont pas de fond de jeu, ils ont rien. L'autre, là, le Suisse, là, il a fait un miracle contre la France. Petkovic, l'ancien entraîneur de la Suisse. Moi, je me dis qu'avec Bordeaux, il va mettre du temps avant de construire un effectif. Hein, parce que Bordeaux, c'est très, très, très compliqué. Demain, il y a 50 000 supporters. Mais ça va être la folie. Gendouzi, il a déjà les dents qui raclent le sol. Tu vois comment il est, le mec. On dirait que ça y est, il est trop chaud, quoi. Moi, je vous dis, j'espère qu'on va faire un bon match demain. Que Conrad sera titulaire. Important, parce que ce petit, il a vraiment du talent. J'espère qu'il sera titulaire Conrad de la Fuente sur le côté gauche. Under, s'il arrive à être un peu plus juste techniquement dans ses passes et dans ses frappes, ça peut être un très très bon joueur. Il y a beaucoup de joueurs dans notre effectif, et ça c'est important, qui n'ont jamais vu le stade plein. Donc du coup, il va peut-être avoir une charge d'émotion qui peut les faire déjouer aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On espère demain, de toute façon, nous demain on sera là. On sera chargé au Ricard, à tout ce que vous voulez. On sera dans le stade, on sera en folie. On sera en folie et on va les pousser. Et après, derrière, si ça suit, ça peut être que du bon. Bordeaux, évidemment, simple rival sans saveur. C'est effectivement une équipe qui a longtemps été le rival de l'Olympique de Marseille. Et ça nous permet de basculer sur la deuxième partie, sur les ennemis intimes de l'OM. Je te laisse la parole, justement, Edine, puisque je t'ai repris tout à l'heure. La place de Bordeaux parmi les rivaux de l'OM, elle est où? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, honnêtement, je parle pour la nouvelle génération de supporters de l'Olympique de Marseille. Je suis même pas sûr qu'ils sont vraiment au courant de cette rivalité des années 80. Hein. Non, sur le plan historique, ça restera un club rival. Ça restera un club rival sur le plan historique de l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, non, les choses ont changé. Honnêtement, pour moi, il y a Paris, il y a Lyon. Juste, je te coupe. La seule chose qui est aujourd'hui et résiste encore, c'est, je crois, c'est l'invisibilité à domicile depuis 77. Voilà, exactement. C'est ce qu'on entend chaque année qui revient. C'est là en fait où je voulais en venir. On n'arrive pas à les battre chez eux depuis, voilà. Et voilà, il y a que ça en fait. Sinon, concrètement, non, on n'est plus, il y a plus vraiment de rivalité entre nous et Bordeaux. Si, alors là, je peux pas te laisser dire ça. Moi, personnellement, non, mais il y a quand même une grosse rivalité entre les groupes ultras. Oui, ça reste. Je parle la rivalité, quand on parle de rivalité, on parle de supporterisme. Un joueur qui signe à l'OM cette année, en gros, il en a rien à battre de Bordeaux, tu vois. Mais c'est la rivalité des supporters, et les supporters, je peux te dire qu'elle est vachement ancrée. Elle est ancrée, oui, elle est ancrée, elle est toujours là. Chez les ultras, tu veux dire? C'est ça, c'est vraiment. Chez les groupes. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois le déplacement à Bordeaux, et je peux te dire qu'à chaque fois, on est reçu très mal, inversement. Et non, elle est toujours ancrée, elle est là. Une rivalité, c'est juste. Oui, voilà, la rivalité, elle est toujours présente auprès des supporters. Et taper Bordeaux ou Bordeaux taper Marseille, ça reste hyper important pour les supporters. Le vrai rival, historiquement, moi, je pencherais plus pour Saint-Étienne. Pour moi, historiquement, c'est plus Saint-Étienne. Dans le temps, et ça fait depuis plus longtemps. Ça remonte plus loin. Après, commercialement, oui, le Stade Saint-Germain, je te plaît à les appeler, c'est vrai que le Stade Saint-Germain, cette rivalité qui a été montée toute pièce de Tapi et puis des dirigeants de Canal à l'époque, en fait, c'est une rivalité qui a été magnifique pour le business, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Hein. Ça a été un flux énorme et à tel point que ça a été réussi, ça a fait se haïr les supporters complètement. Ils se détestent complètement. En ce qui concerne Lyon, parce qu'on parle de Saint-Étienne, on parle du Stade Saint-Germain, évidemment, on a parlé de Bordeaux. Lyon,
également est sur la place des concurrents de l'OM. Alors plutôt concurrents de ces dernières années ou de ces prochaines années? Je vais dire c'est plutôt ces dernières années parce qu'on est pratiquement au même niveau à chaque fois, même si ils font plus de Ligue des Champions que nous, mais ça reste quand même notre rival, que ce soit sportivement, mais aussi par rapport aux attaques incessantes de l'AS à l'encontre des Marseillais. Ça reste quand même le rival de ces 10 dernières années, en dehors du PSG qui est sur une autre planète, le Qatar Saint-Germain. Mais le rival sportif, mais aussi la haine qu'on peut avoir de ce club-là, c'est Lyon. Moi, je pense, je vais même aller plus loin. Je pense que Aulas fait du tapis tout simplement. De toute façon, et ce qu'il fait, c'est essayer de créer cette. Enfin, je pense que c'est venu un peu de lui, hein, cette rivalité. Où il attaque les supporters marseillais, où justement on en parle maintenant aujourd'hui comme des principaux rivaux. Mais oui, je suis d'accord. Pour moi, hein, sportivement, Lyon, c'est notre rival. On n'est jamais trop loin. Par rapport au championnat. Après, je vois vraiment le PSG maintenant. Hein. Je vois rien d'autre. Mais en fait, moi j'ai une autre vision de ça, tu vois. Donc on parle des rivaux. Il faut regarder un peu. Normalement, un rivaux, c'est un rivaux sportif à la base. C'est quelqu'un avec qui tu vas te battre pour un titre ou pour une place européenne ou quelque chose comme ça. Je suis d'accord. Et en fait, c'est des rivaux par période, en fait. On va dire, nous, la période actuelle, elle fait que avoir un rival, notre rival principal, ça reste Lyon les 10 dernières années, parce qu'on s'est souvent battu avec eux pour obtenir des places européennes, etc. Mais il faut toujours garder. Il y a aussi des rivaux qui sont régionaux. Par exemple, Nice, ça a toujours été Nice. Nice, Toulon, ça a été dans les années 80. Dans les années 80, c'était une haine. Moi, j'ai pas connu, j'étais gamin, mais c'était une haine apparemment viscérale. Donc il y a toujours eu. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a les groupes de Toulon, il y en a beaucoup qui sont abonnés à Paris tellement ils ont la haine contre nous, hein, vraiment. Et donc du coup, il y a toujours c'est par période, on va dire. Et il y a en gros la rivalité se crée toujours en rapport à des événements sportifs. Et aujourd'hui, dire que Paris est un rival, c'est un rival historique, oui, mais un rival actuel, non. Ah non. Parce que non. Nous, en fait, on veut juste taper le club de la capitale. C'est ça. Et justement pour Paris, quand on dit Claude Tapi et Canal à l'époque ont créé la rivalité, mais enfin ça date, c'est vieux comme Hérode que la capitale a toujours été détestée par les provinciaux, on va dire. Donc c'est une rivalité sportive qui a été créée. Mais bon, ça a toujours été une rivalité viscérale entre les provinciaux et la capitale. Je déteste Jean-Michel Aulas, même si je trouve que c'est quand même le meilleur président qui est actuellement en France. On est d'accord. Mais je supporte pas ce personnage. Il est clivant contre lui. Il provoque et tout. Il est dans son rôle, hein, mais je le déteste au plus haut point. Le travail qu'il a effectué à Lyon. Y a pas photo, nous c'est ce qu'on demande. Tu te rends compte? Regarde, ça c'est vraiment un débat qu'un jour il faudra avoir, c'est que ça fait 20 ans qu'on est en fait on est un club de coups, quoi. On est un club qui va faire une bonne saison, deux mauvaises, une bonne, trois mauvaises, deux bonnes, une mauvaise. Et moi ça je supporte plus. Et c'est pour ça que je me bats sur les réseaux pour essayer d'avoir quelque chose de construit. Avoir un club construit enfin. Mais parce qu'attends, depuis Tapi en 93, il a gagné avec des champions. Derrière, bon, il y a eu toutes les histoires. On a été racheté par Dreyfus. On s'est dit putain, on va avoir une ère qui va être construite avec des gens intelligents et tout. En fait, ça n'a pas été le cas. Ça a duré jusqu'en 2016 où c'était un jour oui, un jour non. Il y a eu une petite période où ça a été un peu construit avec Pape Diouf. Pape Diouf, mais il y avait quand même à l'intérieur du club des gens qui étaient néfastes et qui faisaient qu'en fait ça fonctionnait jamais parce qu'à chaque fois il y avait des commissions, des machins, enfin il y avait pas mal de magouilles et co. Là on a un Américain qui est arrivé et il s'est entouré d'un Parisien qui a tout fait pour nous casser les couilles. Non mais tu te rends compte dans quel monde on vit? Et là on vient de passer 4 ans où il a investi 500 millions d'euros. Et bon, là on dit que c'est lui qui investit. Jusqu'à preuve du contraire, on le sait pas parce qu'il s'est pas prononcé. On verra par la suite, ça c'est une autre histoire. Mais moi, ce que je veux en fait globalement, je veux qu'un mec qui arrive. Je veux plus de McCourt parce que McCourt, pour moi, malheureusement, même s'il a mis l'argent, il a mis l'argent, mais il en a pas, il a plus les reins solides. Moi, je veux un mec qui arrive, qui expose son projet, qui s'entoure de mecs compétents comme Longoria. Par exemple, Longoria, il peut faire partie d'un projet avec des gens compétents et qu'on construise sur la durée. Moi, j'en ai marre de construire sur l'instant
et d'avoir une équipe qui va fonctionner. Alors peut-être cette année on va fonctionner, mais si c'est pour fonctionner cette année, faire la Ligue des Champions comme on a fait l'année dernière et être ridicule dans 3 ans et tout recommencer, moi c'est pas ça que je veux pour l'Olympique de Marseille. Ça fait 25 ans que je suis abonné, 25 ans que je subis ça, j'en ai marre. Donc à un moment donné, je veux quelque chose de construit sur la durée. Et pour la durée, il faut avoir un mec comme Olas, un mec comme ou alors un investisseur avec des reins solides comme Paris ou d'autres. Voilà, c'est ça qu'il faut. Je suis d'accord. Mais parce que moi sur les réseaux, je vois trop de mecs qui disent ouais mais les gars, Longoria c'est le feu, Longoria si, Longoria. Mais Longoria c'est un très bon mec, mais il joue aujourd'hui, on sait pas avec quelle finance il joue, mais apparemment c'est celle de McCourt. Et celles de McCourt elles sont très limitées, donc c'est gentil de dire oui Longoria il fait du bon travail, mais aujourd'hui on n'achète pas des joueurs à 30 ou 40 millions, on n'achète pas des top players, on fait un recrutement cohérent pour moi, mais avec beaucoup de prêts. Et qui te dit que l'année prochaine, si on fait une très bonne saison, ce que je souhaite, qui te dit que l'année prochaine on va pas refaire comme l'année dernière à vendre des joueurs et à recruter rien du tout. Moi, c'est ça que je veux avoir une vision. Et pour l'instant, on n'a pas eu Longoria qui est arrivé en disant j'ai une vision sur l'Olympique de Marseille. Moi, il n'y a pas de discours dans ce qu'ils disent qui a une vision sur le long terme. Et moi, ça m'inquiète, quoi. Ça me permet de rebondir. Bonjour les gars. Donc, Rome 2 du 13-76. Que pensez-vous de l'article de RFI de Nicolas Fallès sur l'Arabie Saoudite, de son échec du rachat de Newcastle et de voir un bon œil de l'Olympique de Marseille? Parce que ce qu'il faut se dire, effectivement, c'est que le Stade Saint-Germain, à l'heure actuelle, avant de pouvoir arriver à les concurrencer, il va falloir des investissements massifs. El Tigré, est-ce que tu as vu cette petite remarque? Parce qu'elle était très courte. Oui. Oui, tout à fait. Romain, j'ai lu l'article de RFI concernant la géopolitique qui concerne des pays du Moyen-Orient, notamment le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il y a une info qui est sortie. Il y a une info qui est sortie comme quoi que l'Arabie Saoudite a un œil sur l'Olympique de Marseille. De toute façon, c'est une info qui date depuis plus d'un an. Je pense qu'il y a concrètement il y a quelque chose avec l'Arabie Saoudite. L'avancée des négociations, de la vente, etc. On a entendu tout et n'importe quoi depuis un moment là-dessus. Mais on ne peut pas nier qu'il y a vraiment quelque chose avec ce pays-là. Il y a quelque chose il y a peut-être un début de discussion avec l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il y a des négociations? Ça, on ne le sait pas. Mais faudrait malheureusement, pour rivaliser avec le Qatar, c'est avoir un pays souverain qui investit dans le club, clairement. Alors moi, j'ai toujours. Alors à la base, moi, je suis contre vendre notre âme au diable. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le football, si t'as pas d'argent, t'as rien. Et si t'as pas d'argent, t'as. Votre avis, le chat, s'il vous plaît. Et Pilou, pour rebondir, qui essaie de Pardon, vas-y, Pilou. Allez, Pilou, on t'écoute. Yannick, Romain, je rajoute juste ça. La phrase de Sampaoli en conférence de presse en disant que, en parlant de ça, qu'il espérait que de voir l'OM avoir un budget à hauteur du PSG, c'est une petite gifle à ma courte quand même de la part de son entraîneur au propriétaire actuel. Exactement, gros, et ça m'a titillé un peu l'oreille et je trouve que entre ça et les trucs, alors moi mon avis personnel c'est que j'espère que voilà McCourt va partir et qu'on va avoir un investisseur comme l'Arabie Saoudite ou un autre. Sur l'article en fait, sur les quelques mots qui déclenchent ce débat très intéressant entre les uns et les autres et qui permettent de remonter justement sur tout ce qui est sorti, la posture est aussi de se dire attention, le conditionnel est employé. On a une phrase noyée dans tout un article qui concerne le Qatar Saint-Germain, justement. Il faut quand même mesurer nos propos. Rien au niveau de la posture ne permet de dire, malgré justement cette affirmation sur, vous m'excusez pour les bruits autour, sur cet article de RFI, qu'il y a une avancée. Ouais, mais alors, ça c'est clair. On en parle vraiment parce qu'on est aussi nourri de l'activité de notre rival principal et on a envie, nous aussi, justement, et on sait que pour pouvoir les concurrencer, il faudra ce genre d'investissement à l'avenir. Romain, je peux te donner une info. Juste Yannick, je vais donner juste une info. Un membre de l'équipe de SportMed a contacté l'Olympique de Marseille par rapport au budget qui a vu fuiter apparemment, qui était à hauteur de 250 millions d'euros. L'Olympique de Marseille dément formellement ces infos-là. Facile, ça. C'est pas un budget. Oui, c'est le budget est prévisionnel. Prévisionnel pour la saison prochaine. Exactement. L'OM a démenti cette info-là. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est... Alors, il y a des mecs comme PMS ou d'autres qui arrivent à sortir des documents, et c'est vraiment des documents factuels, tu vois, qui te disent, voilà, il y a eu une séparation d'entités en juillet, des trucs un peu techniques, il faut comprendre, il faut être là-dedans, mais des trucs qui te prouvent vraiment qu'il y a des choses qui se passent. Voilà, qu'il y a des choses qui se passent à l'Olympique de Marseille. Mais moi, ma question, c'est la suivante. Pourquoi il y a autant de personnes sur les réseaux ou même les premières personnes à dénigrer ça, c'est les journalistes qui suivent l'OM, style les Mathieu Grégoire,
les Canuti, etc. Ces mecs-là, ils dénigrent ce sujet-là, alors que je pense que s'ils savaient lire les documents, parce qu'ils font les spécialistes, mais ils savent rien dire, s'ils savaient lire les documents, ils comprendraient qu'il y a des choses qui se trament. Eux, ils se fient juste à ce que leur dit l'Olympique de Marseille, mais l'Olympique de Marseille ne va pas leur dire, ouais, les gars, oui, on est en train d'être vendu, ou alors on négocie, ou alors on est vendu, ou alors si, ou alors là. À un moment donné, il se passe des choses à l'Olympique de Marseille, et on espère qu'il se passe des choses dans le bon sens. Que ce soit les Saoudiens, que ce soit un autre milliardaire qui arrive, il faut des sous. Aujourd'hui, dans le football, c'est malheureux. S'il n'y a pas de sous, on va vibrer sur du ponctuel et on vivra pas sur du long terme. Yannick, voilà. Moi, je vais vibrer sur du long terme. Moi, j'aurais un coup de gueule, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parlait jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose qui rejoint un petit peu. C'est que j'ai vu un truc ahurissant. J'ai vu la Provence sortir un truc sur Twitter la dernière fois qui relayait que Messi avait réalisé son premier entraînement. Alors j'ai trouvé ça inadmissible venant d'un média provençal qui doit normalement couvrir l'Olympique de Marseille en priorité, parler de football en général quand l'Olympique de Marseille reçoit Paris, etc. Mais un média marseillais qui fait le buzz sur l'arrivée d'un joueur du Paris Saint-Germain, même si c'est Messi, même si c'est sûrement c'est honteux de faire ça. Et moi, franchement, je me suis désabonné de la Provence sur les réseaux et etc. Parce que toute l'année, on entend les Jacquins, les machins et tout fanfaronner partout. Nous, on sait, vous savez pas. Nous, on sait des choses et tout. Mais la seule chose qu'ils savent, c'est quand Messi va s'entraîner à Paris. Par contre, quand il faut leur demander sur les transferts, les rumeurs et tout, ils ne parlent que quand c'est acté. Ils n'ont jamais rien. Donc, ils n'ont jamais rien. On est d'accord. Voilà, moi, ça me rend fou. Moi, ça me rend fou. C'était un coup de gueule que je voulais passer. Ça me rend fou de les voir fanfaronner comme ça. Et en plus, derrière, de mettre des infos sur la Provence, sans déconner, sur la Provence. Ça va, Messi, hein. Mais il y a encore quelques années, ils avaient fait l'année dernière, avant l'été, ils avaient fait enfin, soi-disant, ils avaient eu des infos venant de très proches du prince, comme quoi c'était des conneries, etc., que l'OM était intéressé, l'Arabie Saoudite était intéressée par l'OM. Ils avaient fait parler un mec qui disait que Al-Walid ne comprenait rien au football et tout, alors que c'était complètement faux. Bon, bref, c'est la Provence, ils sont toujours en décalé sur tout. C'était un plaisir. Yannick, Edine, Pilou, El Tigré, on n'oublie pas Robin aussi, qui était titulaire. Franchement, c'était très sympa. Ouais, mais tu l'as sorti à la mi-temps parce qu'il n'a pas été bon.